Salut tout le monde, c'est Jinji, on se retrouve pour un arpenteur holistique. Donc le but c'est de traiter de certains articles, de dernières nouvelles qui m'intéressent et de certaines choses au hasard qui mériteraient qu'on en parle. Et du coup, si vous vous souvenez bien, en fin d'année 2020, on a fait une question, un ensemble de questions qui a été proposé et on avait posé la question quel jeu je voudrais qu'on traduise et j'avais dit Mutant and Masterminds et en plus j'avais tagué Black Book Edition parce que je me disais si il faut que Mutant and Masterminds soit adapté en français, autant que ce soit la meilleure maison d'édition de jeux de rôle, en tout cas la plus stable qui soit. Et comme j'ai déjà eu des livres qui sont sous Black Book Edition, comme le My Little Pony, je me suis dit, ah, mais c'est sympa ce qu'ils font de toutes les façons. Donc ça serait bien que ça passe. Et qu'est-ce que j'apprends il y a 3 jours? Voilà, que finalement, oui, hein, il y aura du Mutant and Masterminds. Voilà, et je suis très content de ça. Mutant and Masterminds, pour ceux qui ne savent pas, j'ai traité énormément de vidéos sur la chaîne, des vidéos qui ne sont pas, on va dire, qui soient assez inégaux, surtout le tout premier pour le livre de base. Le son est mal étalonné, c'est beaucoup trop élevé, c'est une musique qui a beaucoup trop de fluctuations, qui fait que voilà, c'est pas forcément facile à écouter. D'ailleurs, j'ai trouvé ça bizarre d'ailleurs dans les commentaires que cette remarque n'a pas été faite. Moi qui l'ai réécouté il y a quelques jours, et je pense que je vais faire une V2. Mais est-ce qu'on est là pour parler de ça? Non, on est là pour parler de la bonne nouvelle. Ça va sortir en français. C'est un excellent jeu de rôle. Je vous explique qu'est-ce que Mutant Masterminds. C'est un système, on dit générique, mais je sais pas. Comme j'ai eu le W système dans les mains, le W système de luxe dans les mains, c'est un système générique aussi, mais je trouve que les œuvres de Green Ronin en général, même si ce sont des systèmes génériques pour la plupart, euh, on dit générique, mais ils sont tellement généreux dans la proposition de contexte, de setting possible, de contenu. Si tu ne connais pas les différents settings qui existent ou que tu pourrais faire, ils te le disent et ils sont énormément généreux tout en étant courts et efficaces. C'est vraiment génial. Si vous voulez voir les jeux de Green Ronin, allez-y. C'est pas une sponsor, hein. Mais j'adore leurs jeux. J'adore certains de leurs jeux, donc voilà. Bref, quoi qu'il en soit, donc on vous propose un système générique où vous pouvez incarner des super-héros, mais il y a des suppléments qui vous proposent une espèce de grand univers. Donc par exemple, vous avez Freedom City ou Emerald City. Il y a un univers qui a été fait, il y a un ensemble de héros, de vilains. Donc finalement, la gamme, quand tu as toute la gamme, c'est mon cas. Même si je vais prendre le truc en VF quand même, j'ai toute la gamme. Et du coup, ce qui se passe, c'est que c'est énormément contenu. On t'explique comment. Il y a un livre. De toutes les façons, on va faire un bilan de ça. Il y a un livre il y a un livre pour le surnaturel, un livre pour les dispositifs, un livre pour la magie, un livre pour comment ça s'appelle? Un livre pour les trucs, les phénomènes cosmiques ou le voyage dans l'espace. Le voyage dans l'espace et le temps. Il y a énormément de trucs et c'est généreux. Mais bon, pourquoi je parle de ça? Eh bien, c'est parce que, en fait, après les dernières fois où j'ai fait les livres, je crois que le dernier livre en date, c'était le Power Profile, j'avais dit que j'allais arrêter pendant un moment de faire des... Je crois que c'est à la vidéo avec les Monsterman, j'avais dit que j'allais arrêter de faire des vidéos sur Mutant and Masterminds, parce que je me disais, est-ce que les gens vont s'intéresser à un jeu qui est en anglais? Étant pas un anglophobe, moi je n'ai aucun problème avec les JD en anglais. Au début, c'était un peu compliqué, mais j'ai fini par m'y habituer. Euh, à tel point qu'il y a une espèce de décalage linguistique, un peu comme un décalage horaire, où quand j'ai beaucoup de trucs que je lis ou que je visionne en anglais, ben il y a un temps de transition. Quand j'écoute le français, ça me fait un effet bizarre. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi ça me fait ça. Et je me suis dit, je vais arrêter de faire des vidéos là-dessus. Sauf que là, il y aura peut-être des curieux qui seraient intéressés. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire des lectures holistiques sur les autres livres de la gamme. Voilà. Alors, il paraît qu'il y a des livres qui sont issus d'ancienne version, ou de la version de base et pas la version de luxe. À vrai dire, je m'en tamponne. Je vais présenter les livres parce qu'ils sont compatibles. Et voilà.
Donc c'est clair que je vais le faire. Mais toute cette vidéo-là, on est quand même à un certain temps déjà, pour une introduction assez longue. Finalement, après avoir lu une bonne majorité des livres, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette gamme? Alors, pour savoir, je n'ai pas tous les... J'ai dit j'ai tous les éléments de la gamme, mais c'est tous les éléments de la gamme, pas les produits dérivés ou les produits qui pourraient aider. C'est-à-dire que je n'ai pas pris, puisque Green Ronin aussi, dans ses JDR, ils essaient aussi de publier des œuvres, des nouvelles, des contes histoires, ou même des romans autour des univers qui font jouer. Par exemple, moi j'ai tous les nouvelles et toutes les nouvelles et tous les romans reliés à Blue Rose, par exemple, qui est un autre jeu de cette maison d'édition. On va voir ça bientôt. Et du coup, je n'ai pas les nouvelles, j'ai pas les romans de tout qui a Mutant Masterminds. Je n'ai pas non plus les produits dérivés et les produits qui viendraient à aider. Donc le truc, c'est que qu'est-ce que je n'ai pas? Je crois que j'ai pas les écrans de maître de jeu parce que pour l'instant, ils n'existent qu'en physique. Je pense qu'il faudrait que je mette ça dans les suggestions du truc de Green Ronin. Ils sont forcément un truc à suggestion. De faire sortir ça en PDF. Parce que c'est vrai que ça m'aiderait beaucoup pour pouvoir suivre. Même si c'est un jeu qui est... Si vous êtes doué avec l'anglais, c'est facile à comprendre en fait. Et de l'autre côté... il y a aussi récemment, très récemment, ils ont fait des cartes qui parlent des états existants. Alors je vais quand même résumer comment ça se passe. Quand vous jouez et vous affrontez, vous êtes des super-héros qui affrontez via des challenges, des menaces, des catastrophes, des accidents, ce genre de choses-là, et vous devez aider les gens. Et le truc, c'est que vous avez des pouvoirs qui peuvent vous aider, et votre fiche personnage est décomposée en plusieurs parties. Évidemment, vous avez les parties information, vous avez les caractéristiques principales, voilà, ce qu'on appelle abilities, un petit peu comme tous les jeux de l'Open Game License, parce que c'est un jeu Open Game License, mais tellement différent de l'Open Game License que finalement, on est déjà dans une autre dimension, tout en étant dans un univers qui est cousin à ce cher D&D. C'est génial, c'est génial. Et du coup, quand vous affrontez quelqu'un, vous devez passer le niveau de difficulté en fonction de l'action que vous faites. Des fois, il aura une liberté d'option en fonction des trucs, puisque tu peux encaisser, parer, esquiver, et il y a aussi d'autres sauvegardes, d'autres types de sauvegardes. Et quand votre action, puisque en gros c'est ce qu'on appelle une résolution en 2 temps de conflit. La personne, elle voit si elle réussit, et ensuite la personne qui a subi avec succès l'action doit faire un test de difficulté de 15, plus les données concernées, plus ou moins les modificateurs. Et au lieu de perdre des points de vie, ce qui se passe, c'est que vous avez des états. Et on vous dit, vous avez un certain nombre de degrés d'échec ou de réussite. Ce qui fait que c'est assez intéressant comme jeu, puisque les états affectent le jeu, pas dans des données basiques du genre oui, il te reste tel point de vie, c'est plutôt tu te manges 4 états, ton personnage est incapacité. Et c'est bien équilibré, pour ceux qui pensent que les combats seraient courts, ce genre de choses-là, c'est bien équilibré parce que le coût des sauvegardes est moins cher que le coût d'achat de caractéristiques. Et surtout, il n'y a pas la notion un petit peu à la D&D où tu as un score et tu as le modificateur. C'est directement le modificateur que tu achètes. Et c'est vachement mieux. Voilà. Donc franchement, c'est un truc qui est très bien. En plus, on a vu via une dernière vidéo, justement, est-ce qu'on peut adapter les Monster Mon pour Mutant Mastermind, donc Pokémon, Digimon, truc comme ça. Et j'avais fait un Evoli et j'avais expliqué que oui, c'était faisable parce qu'ils avaient proposé ça dans le supplément Hero Eye. Voilà. Maintenant que vous connaissez plus ou moins 2-3 bases, je vais pas prendre la peine d'en expliquer plus, à moins que vous me demandiez vraiment des questions relatives à ça, et je ferai des petites vidéos là-dessus. Moi, ça me dérangerait pas. Parce que, je l'ai dit, les jeux Open Game License, je n'étais pas fan au début, c'est déjà très belle partie. Et même encore maintenant, je m'en suis rendu compte. Hein. Je vais faire une petite parenthèse, mais récemment, j'ai acheté le livre des aventuriers de Blue Rose.
et j'avais déjà acheté toute la gamme aussi. Voilà, hein. J'ai pété les plombs, hein. J'ai acheté beaucoup de gammes de trucs de Green Ronin. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de lire le dernier livre que j'ai reçu. Je lis le truc et puis je dis, mais comment le dernier livre il est mal écrit, c'est dégueulasse là. Et puis en fait, je suis remonté dans la page du site et la page d'achat et aussi la façade. Et en fait, je m'étais trompé sur un truc. Le dernier livre, qui s'appelle le livre de l'aventurier de Blue Rose, te dit que oui, nanana, c'est un truc d'aventurier, pour la 5e édition de D&D. En fait, c'est la contrepartie de la 5e édition de D&D dans Blue Rose. C'est-à-dire que c'est pas Blue Rose en tant que tel, c'est Blue Rose adapté avec la 5e édition. Et je suis arrivé à ce truc-là, je me dis, mais ah oui, mais voilà, c'est écrit comme un livre de Donjons et Dragons. Donc j'ai toujours du mal avec la façon d'écrire de Donjons et Dragons. Alors que Blue Rose, qui aussi a une approche qui est aussi, je crois que c'est une forme d'open game licence aussi. Ben pour autant, ben, j'ai pas eu de problème avec la lecture du livre de base. Donc j'ai vraiment un problème avec la lecture. Donc, mais aussi j'ai une petite remarque à faire, c'est que je trouve hein, que finalement, Donjons et Dragons est ce qu'au fromage est le fromage industriel. Voilà, le fromage que les Américains mettent n'importe quoi dans leur gastronomie. On peut même pas appeler ça de la gastronomie en fait. Voilà. Ah ben, tu vois, il y a Donjons et Dragons pour tous les goûts et ce genre de choses-là. Bon, j'ai le livre, je vais pas le jeter, hein, c'est clair. Mais voilà, j'avais juste envie de parler de ça. Et niveau lecture, si aussi comme moi, vous avez un problème avec la mise en page ou la méthode d'écriture des livres pseudo D&D, ben dites-vous que des trois gammes que j'ai, c'est-à-dire True 20, Blue Rose et Mutant Masterminds, et dans ce cas-là on parle surtout de Mutant Masterminds, donc on va continuer là-dessus, ben ça va, c'est déjà beaucoup plus lisible, beaucoup plus agréable, la mise en forme est plus intéressante. Et tu vois même que le livre de la 5e édition, enfin compatible avec la 5e édition de Blue Rose, a été fait pour contenter les gens qui sont habitués à la 5e édition. Ce qui veut dire que la mise en page et le traitement des informations par catégorie est exactement la même. Et j'ai un véritable problème avec ça. Bref, retournons à Mutant Mastermind et fermons cette parenthèse. Donc, après des mois de lecture de tous les éléments, est-ce que cette gamme vaut le coup? Est-ce que Mutant Mastermind vaut le coup d'être sorti en français? Parce que des gens pourraient se poser la question. Ils disent oui, mais bon, c'est pas tout ce qui est aux États-Unis qu'on pourrait adapter. Et c'est une bonne remarque, c'est une bonne question aussi. Et je vais vous dire un truc, c'est sans doute un des systèmes les plus aboutis, les plus intéressants, les plus généreux en matière de jeu de rôle qui m'ait été donné de voir. Que ce soit bien clair, Mutant Masterminds, c'est un système générique pour jouer des univers de super-héros. Mais pas que ça. Alors ça, c'est un truc qui va devoir avoir un élément d'information très très important, c'est pour ceux qui connaissent True 20. Alors je vais dire un truc qui va vous permettre de vous décider, pour aussi des gens qui se disent oui, j'ai vu True 20 de loin, ça a l'air intéressant, et j'ai vu Mutant Mastermind de loin, je me pose la question. Que ce soit bien clair, Mutant Mastermind peut simuler les univers que True 20 propose. C'est-à-dire que finalement, Mutant Mastermind, même si c'est un truc de super-héros, tu peux l'adapter à n'importe quel univers. Tu veux faire du pub, du film de mafieux, tu peux. Tu peux juste sélectionner les éléments, interdire certains pouvoirs, réutiliser des dispositifs et le problème il est résolu. Tu peux faire jouer n'importe quel univers avec Mutant Masterminds. Par exemple, pour moi qui suis un enfant des années 90, je suis né en 90, et qui, par exemple, a eu l'occasion et le plaisir de voir les chroniques de Lodos, par exemple, qui est de la High Fantasy, et un animé d'High Fantasy en plusieurs OAV. Pour ceux qui veulent s'intéresser à cette série, je crois qu'elle est sur ADN. Comme j'ai un compte ADN, je le dis, je l'ai même regardé récemment, il y a un peu plus de 6 mois. Ben, si vous voulez, c'est la high fantasy des personnages qui ont quand même une certaine personnalité, où les gentils sont gentils, les méchants sont méchants, et même quand la condition de certaines personnes sont questionnées, ben finalement on est dans quelque chose de glorieux.
Est-ce que dans cet univers, tu as l'impression qu'il y a une logistique du genre, je vais aller dans le magasin d'objets magiques, ou je vais aller regarder tout ce qui est nourriture, ce genre de choses-là. En fait, tout l'aspect logistique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais là n'est pas la question, tout cet aspect logistique, rien qu'avec Mutant Mastermind, vous pouvez jouer un pseudo Les Chroniques de Lodos sans aucun problème. Et d'ailleurs, pour anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, les Chroniques de Lodos sont adaptées des animateurs qui faisaient le truc, parce que eux, ils jouaient à Donjons et Dragons. Et ils ont dit ils vont retranscrire l'aventure qu'ils ont fait avec leur MJ en animé. Voilà. Donc c'est hautement compatible. Si vous voulez faire des histoires sans logistique, du genre du pulp, à la Conan le Barbare, Solomon Kane, tout comme ça, c'est faisable. Tous les univers sont faisables. Alors que True 20, et j'y viens, il ne peut pas forcément simuler les univers de super-héros, ça serait hyper chiant. Et puis surtout, il y a aussi une notion de niveau qui est très différente. Dans True 20, tu es dans la notion de niveau assez proche des Donjons et Dragons. Ça te donne un ensemble de sauvegardes, un ensemble de caractéristiques, un ensemble de bonus de base à l'attaque. Finalement, il a le truc avec True 20, c'est pour ça que j'ai eu du mal à le présenter en arpenteur, enfin en lecture holistique. C'est que il est beaucoup. En fait, il a le cul entre deux chaises. Il a le cul entre son grand frère Mutant Mastermind et Donjons et Dragons. Mais par contre, au niveau de la modularité de True 20, je ne lui enlève rien par rapport à ça. Il est très très bon. Voilà. Alors que Mutant Mastermind, la notion de niveau est interprétable comme on veut. Vous voulez faire un univers où vous n'avez pas de niveau, ben vous mettez que vous n'avez pas de niveau. Vous prenez les pouvoirs que vous avez et en aucun cas, les pouvoirs ne disent à quel point vous êtes puissant. Ça vous dit juste combien de points vous avez dépensé et pas spécialement où vous les avez dépensés. Ce qui fait que c'est très très difficile de jauger quelqu'un. Un personnage, j'en ai parlé à la création à certains de mes joueurs, puisqu'on va bientôt faire un one shot. Une personne qui est de niveau 13 peut facilement se faire défoncer par une personne qui est niveau 9. Pas seulement à cause d'une notion d'optimisation, il a bien placé ses trucs, mais parce que finalement, la dépense te met juste face à tes conséquences. Il n'y a pas de mauvaise façon de monter un perso. C'est une question de... C'est la vie de votre personnage, c'est comme ça que vous l'avez construit. Vous allez être mis en phase de péripéties. Et les péripéties, en fonction de quoi vous êtes capable, va vous donner différentes indications. Donc, pour un niveau de pouvoir, c'est l'équivalent de 15 points de pouvoir dépensé. Vous pouvez utiliser des niveaux. Et en fait, c'est simple. Au-dessus du niveau 20, c'est facile à gérer au-dessus du niveau 20. Et vous pouvez monter au-dessus du niveau 20. Il faut juste compter que un niveau est égal à 15 points de pouvoir dépensé. Très facile. Bref, quoi qu'il en soit, ben, qu'est-ce que j'allais dire déjà? Ben, du coup, est-ce que la gamme vaut le coup? Elle vaut clairement le coup. Elle vaut clairement le coup et malheureusement, je peux pas faire du partage d'écran pour l'instant. Voilà. Je vais ouvrir mon document, enfin mon dossier avec les trucs de Mutant Masterminds et je vais vous dire un petit peu ce que je pense de chaque truc. Tout en sachant que, je vous le dis, pour moi c'est une recommandation totale. Si toute la gamme sort en français, je pense que vous aurez des heures et des heures de plaisir en perspective. La raison pour laquelle je ne le joue pas en campagne, c'est parce que on a fait, mes joueurs et moi, on a fait un vote récemment d'ailleurs, puisque mon JDR je ne peux pas le faire jouer et en même temps l'écrire pour le sortir. Donc ce que je me suis dit, c'est que je le mets en pause et on a fait un ensemble de votes et c'est tombé sur Blue Rose. J'en vais parler probablement prochainement. Donc je vais parler de chaque élément que je vois. Alors, déjà le premier truc que j'ai, c'est la première version, pas celle de la version de luxe, mais la première version de la fiche de Mutant Mastermind, parce qu'il y a la version de base et il y a la version de luxe. Voilà. Moi, j'ai commencé avec la version de luxe, la version de base, j'en ai pas eu usage. Mais la version de base se tient sur 2 pages, tout en sachant que la deuxième page, elle sert surtout à expliquer de quoi vous êtes capable et ce que vous allez faire. Chose qui est plus ou moins facile à comprendre, mais qui est assez bien résumée, quoi. Ah non, c'est 3 pages, c'est pas 2 pages. Bref. Ensuite, non, ça c'est une fiche perso
qu'avait fait quelqu'un. Voilà, où tu peux écrire directement en PDF là-dessus. Ah oui, aussi, j'ai oublié de dire, euh, pour ceux qui, pour ceux qui veulent jouer sur Roll20, il y a une base de création de la fiche Mutant and Mastermind de disponible. Mais j'ai aussi une remarque à faire. Même si c'est un livre qui est un jeu qui est issu de l'Open Game License, il faut savoir que le jeu, c'est plus du théâtre de l'esprit que de la figuration. Il y a des gens qui se déplacent à la vitesse de la lumière, qui peuvent se déplacer très très loin, qui a différents pouvoirs. Essayer de créer des maps dans le but de représenter tout ce merdier, ça serait très très compliqué. Voilà. Et il n'y a pas de graduation assez bonne pour pouvoir faire ça. Donc pour ceux qui pensaient faire du tabletop machin, oubliez ça, c'est du théâtre de l'esprit, surtout avec lequel c'est compatible. Bien, ensuite, voilà, supplément pour le temps et l'espace, dont justement il y avait un supplément de bonus qui était donné gratuitement, où on te propose des héros, des personnages qui traversent l'espace et le temps. Il y a l'Atlas d'Earth Prime, donc en gros c'est l'univers étendu de Mutant and Masterminds, où on te propose une large gamme de héros et de vilains à travers le monde. Voilà. C'est assez intéressant. Alors évidemment, en étant antillais, ben, il y a les Caraïbes, mais il n'y a pas les Antilles ou les petites Antilles, tout ça. Mais ça c'est prévisible, je veux dire, des fois on n'apparaît même pas sur la carte. Voilà, quand les gens font des cartes globalement. Mais du coup, moi je me suis dit, bon ok, on n'a pas nos héros, ben, je vais créer le mien. Parce que je suis en train de travailler sur un univers dans le Mutant Masterminds, en utilisant aussi la base de cet univers-là. Un livre qui est de 273 pages, pour moi incontournable, hein, si tu veux avoir un univers étendu tout fait et que tu te dis, j'ai pas spécialement envie de faire des héros. Je veux dire, tu as une liste de héros, je sais pas, on te propose souvent ça dans cette gamme-là, tu lances un dé, et puis on te dit, vas-y, tel scénario rapidement que tu peux faire jouer pour cette session, ah ben tu peux faire pareil pour les vilains. Tu dis, voici le vilain, ou bien voici le héros avec lequel tu vas faire équipe, tu construis une histoire, et puis voilà, c'est très facile. Voilà. Ceux qui critiquent souvent, comment ça s'appelle, Pathfinder ou Donjons et Dragons qui disent ouais il y a trop de maths, tu te rends compte que ça va vraiment à l'essentiel. Les calculs sont très simples à faire. Donc les gens qui n'ont pas envie de s'encombrer de calculs, ils arriveront très rapidement à s'adapter. Voilà. Alors je vais passer au prochain livre. Donc le livre cosmique que j'ai beaucoup adoré lire. En gros, c'est les voyages dans l'espace, les pirates de l'espace, les empires galactiques, des créatures cosmiques avec les pouvoirs de l'espace, du vide, et des gars du genre anti-monitor, des créatures, des espèces de dragons stellaires, ce genre de choses-là. Il y a beaucoup de propositions, et aussi, encore une fois, chaque supplément est énormément généreux en informations sur le genre d'aventure que c'est vis-à-vis de l'industrie des comics, mais aussi des propositions qui vous ont faites, que ce soit des archétypes de gentils et des archétypes de vilains. Chaque supplément ultra spécialisé a un ensemble d'archétypes que vous pouvez prendre comme ça, il n'y a pas de problème. C'est un petit peu comme des pré-tirés. Surtout que comme il y a un visuel, ben, ça va intéresser les nouveaux joueurs d'avoir ce personnage-là, et puis s'ils veulent raconter une histoire autour, il n'y a pas de souci. Ou rester dans le prolongement de l'histoire du personnage en question. Ensuite, là, il y a un truc qui s'appelle Danger Zone, voilà, qui est plus... Je crois que c'est un scénario, un petit scénario. C'est plutôt pas mal. J'ai pas encore eu le temps de le consulter totalement. Je crois que je l'ai lu genre quelques pages et j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses à faire. Donc ce petit scénario, je crois même qu'il était gratuit au moment où je l'ai vu. Donc il y a le fameux supplément Emerald City où tu as un guide pour les joueurs, un guide pour le maître de jeu, avec des secrets ou ce genre de choses là. Donc c'est une grande ville où il se passe de nombreuses choses, il y a de nombreux scénarios, il y a des propositions, il y a une ville, il y a une map. Par exemple, à défaut de faire de la figuration, vous pouvez très bien prendre les images des maps et puis le projeter sur Roll20. Voilà. Comme ça, ça donne l'impression au personnage de vraiment se déplacer et de savoir plus ou moins où ils sont. Donc c'est franchement pas mal Emerald City. Hein.
J'ai surtout lu Freedom City, qui était beaucoup plus facile à lire. Il y a moins de trucs. Voilà. Alors c'est vrai que je ne dis pas les pages, mais par exemple, on va reprendre depuis le début. Donc le truc de l'espace et du temps, voilà. Donc l'Atlas, il fait 273 pages. Le livre cosmique, il fait 140 pages. 140 pages excellentes. Hein. L'Emerald City, bon, ben, t'as la map, voilà. Hein. T'as le guide qui fait 93 pages. T'as le livre des secrets pour le maître de jeu qui fait 125 pages. Ensuite, il y a Emerald City Nights, voilà, qui te propose certaines idées, certaines approches, des scénarios, voilà, qui fait 115 pages. Encore une fois, il y a Freedom City, cette fois-ci c'est la map. Ensuite, voilà, vous avez la map Freedom City, qui est une autre ville qui est proposée. Je crois que c'était une ville qui vient des prémices de la version 3 de Mutant Mastermind, puisque c'est de celle-là qui est question. Et voilà, ça te propose certains personnages intéressants. Et puis, il y a un petit peu une espèce d'équivalent des Avengers. Pas littéralement, mais c'est un petit peu des personnages très très intéressants de cet univers étendu qui sont présentés dans ce livre, autant que des méchants. Donc Freedom City, ça vaut le coup, largement. Donc c'est du 320 pages. Ensuite, le fameux livre des gadgets. 137 pages, où en fait, je vous avais dit qu'il y a plusieurs trucs. La page est décomposée en plusieurs. La fiche perso, vous avez les caractéristiques, les sauvegardes, les compétences, les dons ou slash feats, appelez ça comme vous voulez. Et ensuite, vous avez les pouvoirs, mais les pouvoirs sont divisés en plusieurs trucs. Vous avez soit les pouvoirs ou soit ce qu'on appelle les devices, qui sont des dispositifs. Ça peut être des bases perfectionnées, ça peut être des véhicules, ça peut être des objets, et voilà. Tout en sachant qu'il y a des règles qui fait que c'est assez intéressant. Par exemple, si votre personnage est un ninja et que dans ses devices, il a un ninjato, si son ninjato est brisé, ben dans la scène suivante, il aura un autre ninjato. Voilà. Mais, par contre, vous pouvez faire en sorte, pour essayer de gratter des points pour pouvoir les redépenser, vous pouvez dire que, par exemple, imaginez que vous avez un katana taillé dans une météorite. Voilà, j'ai vu ça récemment, un article qui parlait de ça. Ben, si vous perdez l'objet, vous le perdez définitivement. Ou si vous devez le reforger, ça vous demande un certain temps. Il y a même une gestion de... Vous pouvez perdre des devices ou des dispositifs. Si vous les mettez en complication, ça vous redonne les points que vous avez perdus et vous les redistribuez. Il n'y a aucun cas où on vous subtilise le truc de manière gratuite. Voilà. Et donc le guide des gadgets te propose un énorme choix de devices avec des bases, des armes, des équipements, des armures, même des mechas. Voilà, il y a plein de propositions en 137 pages. C'est excellent. Voilà. Alors moi j'avais parlé du fameux carré pour moi qui était important, qui était le livre de luxe, le livre du maître de jeu, Power Profile et Hero Eye, pour cette justesse d'écriture. Mais en fait vous pouvez remplacer Hero Eye par le livre des gadgets, et c'est très bien comme ça. Bon, ensuite il y a le livre du maître de jeu, un grand incontournable de 225 pages, où c'est ce livre qui m'a beaucoup surpris, parce que quand vous êtes habitué aux jeux de l'Open Game License, ou d'autres jeux de rôle qui parlent de maître de jeu, tu vois qu'il y a certaines informations qui auraient pu finir sur le livre de base destiné aux joueurs, et que finalement on a mis l'excédent dans le livre du maître de jeu. Alors que là, quand tu lis ce livre, tu as vraiment l'impression qu'on te forme à être un maître de jeu dans cet univers. On t'explique les settings possibles, les pouvoirs qui pourraient poser problème, les éléments qui pourraient poser problème, les idées de scénario, comment finalement, avec le joueur, ou si les joueurs sont indécis, avec leur approbation, faire des liens entre leurs personnages et des PNJ. Il y a énormément de justesse dans ce livre et dans ces propositions là, qui te permet ensuite de faire ce que tu veux. Évidemment, il y a des archétypes de méchants qui sont proposés, en plus, voilà, puisque l'Atlas ne contient pas certains livres. Un livre qui vous propose un ensemble de vilains ou un ensemble d'archétypes ne le propose pas en doublon sur d'autres livres. Voilà. Ce qui fait que justement vous n'avez pas
à vous dire ah oui mais bon ça je l'avais déjà. Non, c'est pas possible. Donc voilà. Et puis à la fin on vous donne même des repères où vous pouvez les utiliser à bon escient avec quelques scénarios. Mon supplément de cœur Hero High qui te permet d'incarner des jeunes super-héros que j'ai adoré en 177 pages. Pourquoi j'ai adoré? C'est parce que c'est ce livre-là qui m'a fait me remettre en question sur l'écriture, ma façon d'écrire mon premier JDR. C'est un livre qui a énormément de justesse, où il s'adresse aux jeunes joueurs de jeux de rôle, il s'adresse aux gens qui veulent jouer des jeunes super-héros, et surtout il parle de la jeunesse des super-héros et même de la jeunesse de l'adolescence, on va dire du collège jusqu'au début de l'université à peu près. Voilà, donc de jeunes ados à jeunes adultes. Et sans faire jeunes, pour ceux qui connaissent l'expression française. Vous voyez ce que je veux dire par là? Le livre, il vous parle avec une certaine aisance, et le fameux responsable là qui s'est chargé de ça, Lucien Soulban, son écriture était vraiment propre. Je vous conseille vraiment ce livre, dans le sens où vous comprenez avec une certaine approche comment s'adresser à ses lecteurs. Voilà. Mais bon, les gens feraient que des fois que limiter. Moi, j'ai compris que si je devais m'adresser au lecteur, il fallait que j'ai un petit peu plus de doigté, un petit peu plus d'aisance. Voilà, donc 177 pages de plaisir, où on te propose des archétypes, on te propose des méchants, on te propose une académie à la X-Men. Il y a énormément de trucs, en 177 pages, ils sont généreux, avec aussi une petite interview de quelqu'un qui a travaillé dans l'industrie des comics, autant DC que Marvel, si je ne me trompe pas. Et il te parle des jeunes super-héros qui ont fait irruption, du genre Spider-Man, Robin, surtout Robin. Mais je ne vais pas vous retranscrire l'interview, je pense que ça serait du gâchis. Il faut vraiment, si vraiment cette gamme vous intéresse, et qu'elle sort en français, ou même que vous n'en avez rien à foutre du français, vous voulez le prendre en anglais, je le considère comme un must-have. Bon, le livre de base, bon, bah, c'est 321 pages qui sont très très bien écrites. Donc, alors moi j'ai une remarque à faire par rapport au livre de base, et même à certains éléments de Mutant Mastermind. S'il y a bien un truc sur lequel je l'ai critiqué, c'est son manque d'identité et son inégalité en matière de visuel. Alors, il y a des héros, tu les as pas vus ailleurs, mais il y a des moments où tu as l'impression que l'illustrateur, il a fait un décalcage de héros que tu connais bien lors d'une scène et qu'il a juste mis un skin par-dessus. Et au-delà de la notion de est-ce du plagiat ou non, ça se voit. Mon problème, c'est pas seulement le plagiat. Voilà. Parce que si c'est passé, en plus, je crois que ils ont déjà adapté, les gens de Green ont déjà adapté des trucs vis-à-vis de DC, si j'ai bien compris. Donc, je pense pas qu'il y ait de problème avec ça. Surtout que tu sens que dans les imageries, tu sens que le truc il est plus pro DC que pro Marvel. Même si tu peux cibler n'importe quel univers de super-héros. Mais ça se voit. Et le problème c'est que tu te dis, ah mais ça me rappelle quelque chose, oui. Et puis, c'est pas que ça te rappelle quelque chose, c'est que ça te rappelle quelque chose, mais dessiné en moins bien. Il y a différents illustrateurs. Et peut-être un des livres qui te propose le plus cette expression-là, c'est ce livre-là, justement, qui va être adapté bientôt en français. Mais c'est le seul défaut que je lui trouve. Voilà. Mais il fallait le dire. Et puis le 321 pages, je sais pas, ça me rappelle beaucoup les livres de D&D qui fait 300 et quelques pages, le livre de base. Il y a une espèce de truc symbolique dedans. Mais mis à part ça, ça c'est un truc de détail. Donc voilà, il y a un guide qui s'appelle Nether World Series. Voilà, c'est un truc que tu peux... Voilà, c'est une campagne avec différents personnages ou ce genre de choses-là. Il y a la version joueur, la version maître de jeu, ça fait à peu près une vingtaine de pages les deux, comptés ensemble. Ensuite, le fameux livre incontournable Power Profile, qui te permet d'élargir l'horizon des pouvoirs que tu as, parce que s'il y a bien un problème avec le livre de base, c'est qu'il te propose des pouvoirs, il est très généreux en pouvoirs, mais quand tu cherches des pouvoirs ultra spécialisés, tu ne les as pas sous les yeux. Tu peux faire des estimations, ça m'est arrivé avant que j'ai ce livre-là,
j'étais en train de faire des estimations et en fait, je m'étais rendu compte que oui, je l'avais acheté dans le lot. J'ai lu le truc et j'ai vu que mon calcul, il n'était pas si bête que ça. Si tu comprends le livre de base, ton instinct te permettra d'adapter les pouvoirs de façon à ce que ce soit équitable. Par contre, le Power Profile pour moi est un incontournable parce qu'il traite vraiment chaque type de pouvoir par thématique. Il t'explique les différents types de faiblesses que ton personnage, les différentes origines de pouvoir de ton personnage, les pouvoirs offensifs, défensifs, de déplacement, de soutien, de convocation, de déplacement. Il y a énormément de choses. Et ça va du méta-pouvoir qui affecte les gens qui ont des pouvoirs au mec qui peut avoir des capacités psioniques ou autres. Voilà. Livre qui est excellent. Surtout, il met en avant aussi un truc, ce livre, c'est qu'il met en avant ce côté de mise en avant des extra efforts. Voilà. C'est-à-dire, les extra efforts, c'est vous avez un ensemble d'actions, vous pouvez décider de faire des actions en plus, mais à force de vouloir faire des extra efforts, vous prenez des degrés d'effet. Votre personnage se fatigue à force de les faire. Et c'est une remarque que je vais faire, petite parenthèse rapide que je vais faire rapidement du coup, c'est, moi j'ai toujours eu ce problème avec les jeux de l'Open Game Licence qui te dit, tu peux soit attaquer, soit bouger deux fois, et du coup, moi je trouve que c'est un peu chiant. Moi, quand j'ai adapté par exemple Pathfinder version 1 et que j'ai fait mes règles maison, ce que j'ai fait, c'est que j'ai autorisé 3 types d'actions. En fait, 3 actions, en plus des actions supplémentaires. Voilà. Parce que ça permettait, quand tu sais que tu peux gérer de nombreuses créatures, tu sais que tu es capable de le faire, tu peux le faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans cette espèce de, moi j'appelle ça le Titan Quest Effect. Pour ceux qui connaissent le hack and slash Titan Quest, vous voyez où je veux en venir. C'est ce côté où tu sais que il y a une certaine quantité de monstres dans une zone quand tu vas combattre. Il n'y aura jamais plus que ça qui va se précipiter sur toi. Et du coup, tu sais que c'est encadré, mais que si tu es trop fort et que ton build il est puissant, ben, tu vas leur rouler dessus. Et là où justement le système que j'avais fait permettait de pouvoir montrer une vraie menace, la menace du nombre, ben, dans Mutant Masterminds et aussi dans Pathfinder, tous les jeux de l'Open Game Licence que je fais, j'autorise par défaut la personne à 3 actions, mais elle ne peut pas bouger 2 fois, plus de 2 fois. C'est-à-dire, elle bouge, mais elle ne peut pas bouger une 3e fois. Pourquoi je fais ça? C'est surtout dans Mutant Masterminds. Pourquoi je ferais ça plutôt? C'est parce que il y a des gens qui ont une capacité de déplacement très élevée, qui peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière. C'est pour empêcher qu'ils se servent de leur pouvoir comme un atout pour faire des dégâts qui sont abusés. Parce qu'il y a vraiment une espèce de notion qui existe dans tous les JDR de super-héros, du commerce que j'ai vu, c'est tu peux faire ton pouvoir le plus simple possible pour qu'il soit facile à comprendre, mais plus tu mets des détails à ton héros ou à ses pouvoirs, plus appliqué dans un contexte, tu vas voir le meilleur et le pire, et ça va raconter quelque chose qui fait que ton personnage ne sera jamais un doublon ou un équivalent de quelque chose. Voilà. Donc voilà, si jamais je viens à adapter un truc, ma règle maison, que j'applique pour Pathfinder, que j'appliquerai pour un pseudo D&D, que j'appliquerai pour Mutant Mastermind, c'est 3 actions, pas 2. Voilà. Bref, ça valait le coup d'en parler de ça. Donc ensuite il y a le Rogue Gallery. Alors le Rogue Gallery, c'est un livre qui... Je crois que ce livre-là il date, parce que vraiment je m'étais rendu compte au dernier moment que voilà, c'était vers la fin. Et le Rogue Gallery, on n'est pas sur le livre avec... comment il s'appelle ce livre-là déjà? Ouais, voilà, le rapport de menace qu'on expliquera ensuite. On est sur un livre où vous voyez les méchants secondaires du genre le Rhino, le Choker, ce genre de personnage-là, l'épouvantail, le chapelier fou. En gros, les méchants secondaires, voire même tertiaires. Rogue Gallery, c'est ça. C'est qu'il y a un énorme supplément de 177 pages avec de nouvelles personnes qui viennent à régler. Donc déjà, vous avez vu qu'avec l'Atlas Prime, plus ça, plus encore le truc de rapport de menace, vous avez énormément de héros, mais aussi énormément de vilains. Surtout que c'est pas forcément des méchants
qui sont déclarés méchants de manière manichéenne. C'est-à-dire qu'il y en a que peut-être qu'elle se remettra en question, où il y a un dilemme moral autour, que finalement son point de vue est juste différent de la notion de héros et que sa façon de faire, peut-être qu'elle est la bonne. C'est des personnages qui sont peut-être secondaires ou tertiaires, mais c'est des personnages qui sont bien écrits. Donc, évidemment, je vous conseille ce truc-là. De toute façon, je vous conseille toute la gamme. Mais autant dire de quoi elle est capable. Alors, donc là, on a le registre du livre sur le surnaturel, où tu as pas mal d'illustrations de base, tout ça. Et puis après, tu as des illustrations beaucoup plus dérangeantes. Pour ceux qui connaissent Shadowman le Shadowman des années 90, celui qui a été fait par Acclaim, là, et qui est sorti dont le jeu était sorti sur PlayStation et c'était génial. Je suis pas fan des visuels de ce genre-là, mais le truc c'est que ça sort énormément du contexte de l'imagerie qu'ils ont fait. Donc il y a une imagerie comics assez inégale de base, mais en plus il y a cette imagerie là, je suis pas du tout fan. Mais si vous aimez John Constantine, si vous aimez Lucifer aussi, le comics, je pense que vous allez adorer ce truc-là. C'est du surnaturel, on te parle d'anges, de démons, de trucs surnaturels, de symboles kabbalistiques. Il y a évidemment des tentacules et du cthulhucien, hein, voilà, les trucs qui sont faits par un petit peu Lovecraftien, comme on dit. Voilà. Donc ce livre, il est pas mal, mais je suis pas fan du visuel, ce qui fait que j'ai eu du mal à le lire, et je crois que je suis au tiers du livre au moment où je vous parle. Voilà. Et ensuite, un livre qui était vraiment terré dans les dernières pages de la gamme Mutant Mastermind, c'est le livre de la super équipe, qui te permet d'incarner des super équipes. Et là, il faudra être attentif. Parce que là, on a parlé d'ajouts, d'extension, d'options, ce genre de choses-là. Mais ce livre-là, il a un autre niveau. Là, on te parle de personnages, d'idées de personnages, même d'archétypes, autant de gentils que de méchants, d'archétypes que tu peux incarner ou d'archétypes que tu peux trouver des ennemis en face, qui sont assez empruntés à certaines idées, de manière non dissimulée, et on sent que c'est un livre qui est sorti en début de gamme. Voilà, les illustrations te le montrent un peu, et on te parle beaucoup des notions de travail d'équipe, mais aussi c'est à ce moment-là où j'ai eu, dans des termes plus clairs, il y a des gens qui m'en avaient déjà parlé de la notion de la sécurité émotionnelle, genre la X-Card, ce genre de choses-là. Je crois que c'est Radburger qui m'en avait parlé, de qu'est-ce que c'était la X-Card, tout ça. Et du coup, ce livre-là expliquait et intègre la X-Card comme quelque chose d'important. Et il te parle de la sécurité émotionnelle. C'est le seul livre de la gamme qui explique ça, mais qui te l'explique assez bien. Voilà. Donc, on te propose non seulement de faire des super équipes, comment composer des super équipes, mais il y a une nouvelle mécanique qui rentre en jeu, c'est que il y a des archétypes et qui sont en dehors de ce que tu vas jouer. Et en fait, c'est comme si tu arborais un symbole, une espèce d'archétype, une espèce de sous-classe, qui fait que dans ton équipe, tu es ce personnage-là. Vous voyez, par exemple, dans les Avengers, on va prendre les Avengers, le Hulk, c'est voilà, hein, c'est le bulky. Tu as Thor, qui est vraiment le damage dealer, hein, le gros damage dealer. Tu as le rôdeur, voilà, le rôdeur ou le vengeur, qui est Hawkeye. Tu as l'espionne ou la personne agile, qui est Black Widow. Et tu as par exemple le brawler, qui est Captain America, et évidemment tu as le cuirassé qui est Iron Man. On est sur ce genre d'archétype là, et ça a des pouvoirs qui sont en dehors, et des avantages qui sont en dehors de la façon de construire le personnage à la base. Ça rajoute une plus-value. On t'explique aussi les trucs des travails d'équipe, les aléas, les gens qui ont du mal avec du RP. Le MJ explique le RP, comment il faudrait l'interpréter, donc je pense que les joueurs devraient lire ce livre aussi, qui te permet ensuite de vraiment montrer les dilemmes de faire équipe avec ce genre de trucs, de personnages là, c'est-à-dire des personnages qui font partie d'une grande équipe,
ou des fois il y a même des familles de super-héros, ou encore des équipes mais qui se sont créées par des circonstances. Et que à chaque moment tu te dis est-ce que ça va péter ou pas. Voilà. 168 pages pour ça. Très très bon livre. Je le mettrai dans les incontournables. Si j'enlève le truc Hero High, parce que bon, bah, c'est subjectivement, je vais le Hero High. Le cinquième livre, ça serait sûrement le livre de la Super Team. Alors, la notion d'intégrer des espèces de sous-archétypes, tout ça, est-ce que forcément c'est obligatoire? Non, c'est clairement pas obligatoire. Mais on t'explique par exemple l'assaut, le contrôle, le flex, l'intelligence, la protection, le transporteur. Et il y a plein d'archétypes qui sont proposés. Je pense que créer un personnage, même si vous ne faites pas forcément une super équipe, si vous n'êtes pas considéré comme une super équipe entre joueurs, je pense que créer un personnage selon cette règle-là, ça permet de calmer un peu ceux qui ne peuvent pas voir au-delà du prisme des archétypes et de la fonction. Vous savez, il y a des gens, quand ils jouent à des jeux de rôle, ils veulent que telle personne ait tel rôle. Des fois, c'est même des joueurs qui pensent comme ça. Moi, je suis pas quelqu'un d'aussi catégorique que ça, et j'aime pas catégoriser les choses comme ça. Mais je vois les avantages d'avoir ce genre de choses-là. Mais si une personne aime beaucoup avoir un poste spécifique, avoir le livre de Super Team permettrait de faire un personnage avec de bonnes fondations à la base, pour qu'ensuite, quand il fera évoluer son personnage avec un petit peu plus d'identité, que ça puisse avoir des fondations très solides. Voilà. Ensuite, la menace, voilà, le rapport de menace 177 pages, qui rajoute voilà, des super méchants et des super méchants voilà, assez intéressants. Il y a pas mal de choses visuellement parlant qui sont cool. Il y a vraiment des méchants que je trouve très stylés dans l'équipe. Et puis bon, voilà, comme je l'ai dit, les illustrations sont inégales, mais il y a quand même des belles propositions, voilà. Il y a des choses que tu te dis, oui, je l'ai déjà vu en quelque part, mais ce n'est pas juste du pompage. On n'est pas sur du pompage, on n'est pas sur du plagiat. Il y a quand même de la recherche sur certains trucs. Je dis certains trucs, pas tous. Quoi qu'il en soit, il y a de belles propositions sur le rapport de menace de 177 pages. Et pour finir, le dernier livre, puisque j'avais le livre le truc All Time No Space, c'est un supplément, un petit supplément qui était gratuit, mais il est un petit peu un supplément du supplément qui s'appelle Time Traveler Codex, où on te parle du rapport du voyage dans le temps, les menaces cosmiques ou quantiques, des gens qui manipulent le temps et l'espace, des règles qui prennent en compte des personnes qui, voilà, qui voyagent dans le temps et qui foutent la merde, des propositions d'histoire. On te parle autant du passé que du futur. Voilà, il faut le savoir. Ensuite, voilà, tu as les équipes. Tu as aussi on te parle aussi des équipes de voyageurs temporels. Un petit peu, si vous connaissez la série Legend of Tomorrow, voilà, la série du Arrowverse, ben, si vous avez vraiment envie d'incarner ce genre de héros-là, tu peux le faire. Il y a vraiment de quoi s'amuser et pas mal de choses en perspective. Bon, les autres éléments, ce sont des trucs qui sont proposés sous des formats de bloc-notes compressés. Ces gens, tu veux chercher un héros, c'est sous forme de bloc-notes, tu as ces données qui tiennent sur une page. Voilà. Bon, la vidéo, elle a été très très longue, donc c'était pour présenter chacun des trucs, parce que sinon, ben, je veux dire, autant savoir exactement de quoi je parlais quand je disais que j'ai toute la gamme, et quels sont les points forts et les points faibles. Si vous avez besoin que je traite les livres comme je les traite maintenant, ben, je serais ravi de le faire, et c'est même peut-être probable que je m'y mette de moi-même de tout ça. Quoi qu'il en soit, je suis assez content que le truc va sortir en français, surtout que si jamais les précommandes de financement sont assez élevées, peut-être qu'ils se mettront en tête de sortir les suppléments plus vite.
en se disant il faut que je les traduise ou ce genre de choses-là. Et je pense que ça serait une bonne nouvelle pour tout le monde. Voilà. Bon, avant de se quitter, je pense que j'ai parlé du jeu énormément en bien, et c'est vrai que j'adore le jeu pour ce qu'il propose, et évidemment, on peut pas, surtout si vous ne me connaissez pas, on ne peut pas parler de certaines choses sans se dire est-ce qu'il est biaisé ou pas. Je suis pas fan des jeux Open Game License, tout comme je ne suis pas fan spécialement des Donjons et Dragons, ce genre de choses-là. Mais les œuvres de Green Ronin, c'est-à-dire les trois gammes que j'ai achetées, 220, même si j'ai eu un petit peu de sel en expliquant que 220 fait des choses mais ne peut pas tout faire, alors que Mutant Mastermind ici, c'est quand même c'est quand même de très très bons jeux. La gamme Mutant Mastermind dont j'ai dit énormément de bien, et aussi Blue Rose, que je vais être amené à parler de ce jeu récemment. Finalement, Green Ronin a un certain savoir-faire qui est très très efficace quand il ne décide pas de se rapprocher de Donjons et Dragons. C'est un petit peu ce que je reproche un peu à 220. Pas dans l'écriture, hein, dans certaines mécaniques. Même si c'est globalisé, le truc de pique ce dont on a besoin, ça ne justifie pas spécialement tout. Et je pense que les votes que j'ai faits et la présentation que j'en ai fait à mes joueurs semblent confirmer cela. Il y a des gens qui n'ont juste pas envie de prendre des sélections de ça. Ils préfèrent encore avoir un choix libre. Parce que c'est souvent ce que proposent les JDR amateurs que je crée. C'est qu'il n'y a pas spécialement d'archétype ou de classe. C'est plutôt, tu veux te tracer un chemin. C'est ta curiosité, tes choix et surtout un certain travail de recherche qui va te le permettre. Tes horizons sont larges et la seule limite, c'est celle qui est dans ta tête. Voilà. Et aussi certaines subtilités des codes de l'univers aussi. Donc finalement, est-ce que je suis biaisé? Non. Il y a vraiment une relation amour-haine. Et à la fin, surtout avec Pathfinder version en compréhension avec les trucs de l'Open Game License. Et Mutant Mastermind s'en écarte assez pour ne pas être considéré comme tel. Pour contrebalancer, je vais quand même parler de défauts de toute la gamme. Alors, je pense que l'écran de maître de jeu devrait être sorti en numérique et en PDF. Je vais poser la suggestion et puis on va voir s'il va se passer un truc. Parce que je pense que avoir les guides et puis les écrans, et puis par exemple si tu as les espèces d'écrans en plastique et puis tu peux glisser des A4, ça serait sympa. Même si l'écran de maître de jeu existe de base. L'inégalité dans les dessins, c'est pour ça que par exemple les œuvres comme ceux de Pathfinder, j'aime bien Pathfinder, c'est parce que Pathfinder a une identité d'illustration et c'est tout. Et je pense que c'est peut-être ça que je reproche à certains trucs de Green Ronin, sauf Blue Rose, parce que Blue Rose a vraiment une esthétique très spéciale, très recherchée, où je me dis, ouais, ça peut desservir. Ensuite, si vous n'aimez pas le super-héros, il faut surtout pas que vous soyez bloqué par le fait que c'est un système générique de super-héros. Tu peux tout simuler. Tu veux par exemple faire un univers médiéval fantastique avec, tu peux. J'avais même parlé rapidement du fait que j'avais déjà créé certains personnages. J'ai adapté le Balor de Pathfinder et le nain gris de Pathfinder, donc c'est clairement faisable. Voilà. Et je dirais même que l'avantage, c'est la logistique. Mais j'ai dit que je parlerai des défauts. Quel serait le défaut? Je pense qu'une personne qui ne sait pas exactement quoi jouer, la création de la fiche perso peut être saoulante. Voilà. D'où le fait que pour le one-shot, j'ai dit aux joueurs, soumettez-moi un dossier avec toutes les informations de votre héros, et c'est moi qui l'adapterai. C'est parce que je ne veux pas qu'il y ait de place dans l'éditation dans la création de personnage. Pourtant, la création de personnage, tu le fais dans l'ordre que tu veux. Tu décides de commencer par ce qui est important. On n'est pas dans un jeu où on te dit ah là là, oui, comment dire ça. Tu dois tirer tes caractéristiques. Tu dois rien tirer. La place n'est pas au hasard à la création de personnage. J'aurais peut-être dû en parler. Il n'y a pas de place pour la création de personnage. En fait, il n'y a pas de place pour le hasard dans la création de personnage. Tu fais tes choix,
tu assumes tes choix. Si tu fais des erreurs, ben, tu peux les compenser, ou tu peux essayer de voir, ou tu peux essayer d'améliorer ça pour transformer ses faiblesses en force. Voilà. Finalement, il n'y a pas beaucoup de défauts à rajouter là-dessus. Hein. Le visuel, des fois, ça ne concerne personne. Les gens n'en ont rien à foutre des visuels. Hein. Il y a bien des gens qui achètent des jeux de rôle qui n'ont aucun visuel. Les campagnes sont bien écrites. J'allais chercher sous les campagnes. Est-ce que tous les trucs de super... Est-ce que tous les pouvoirs sont renseignés? Non, parce que tu peux inventer tes propres pouvoirs. Et en t'inspirant du Power Profile ou du livre de base, tu peux facilement y arriver. Le fait d'avoir mis certains pouvoirs dans le Power Profile plutôt que dans le livre de base n'a pas été stupide, parce que on te donne des pouvoirs qui n'ont pas forcément de visuel, d'imagerie ou d'effets spéciaux spécifiques. Donc là, il n'y a pas de problème non plus. Je sais vraiment chercher des défauts. Les archétypes. Les archétypes du jeu de base, donc de la version de luxe ou de la version de base. Ah mais je ne donnerais même pas ça à jouer à mes joueurs, en vrai. Je préfère dire à mes joueurs, non mais les gars, non. Juste non. Je leur ai montré hein, les illustrations des archétypes de base. Ah, je leur dis, les gars, je préfère encore créer un pré-tiré pour vous plutôt que de vous donner ce truc-là. Par contre, les archétypes qui sont proposés dans les suppléments sont excellents. Surtout ceux avec les jeunes super-héros ou encore celui de suppléments avec les pouvoirs, enfin tout ce qui est cosmique, tout ça. Voilà. Les mécaniques, c'est facile à comprendre. Les règles aussi. Alors, il y a aussi le truc dans la version de luxe, comme ça tient sur une page l'affiche, tu peux prendre la fiche de base en 3 pages. La 3e page t'explique les différentes actions de base, ce qui fait que tu n'es pas trop dépaysé et tu peux aider tes joueurs. Donc là, il n'y a pas de problème. Non, hein, je pense qu'il n'y a pas masse de défauts. Hein. Le seul truc que je voulais à faire comme remarque, c'est les univers de super-héros, c'est pas fait pour tout le monde. Le seul truc que j'aurais à dire aux gens, c'est si vous voulez acheter ce truc-là parce que c'est un système générique de super-héros, détrompez-vous, ça fait plus que ça. Mais je vois pas qu'est-ce que je peux dire d'autre à part ça et tout ce que je viens de dire avant. Donc moi, ce que je vais vous dire, c'est, pour moi, je le vis vraiment comme une victoire, le fait que ça sorte en français. Et moi, je dis vivement que Blue Rose aussi sorte en français. Et à ce moment-là, Blue Rose, quand je vais le traiter, je vais expliquer pourquoi je pense que ça devrait sortir en français. Quoi qu'il en soit, je souhaite que cette vidéo vous ait plu. Personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Et bon, même si la vidéo, elle fait presque 1 heure, je vais dire que j'assume de faire la vidéo aussi grande que ça, parce que je parle vraiment de tous les éléments qui viendraient à aider tout ça. Je vais essayer de voir si je ne peux pas mettre un timecode. Voilà. Et après ça, je vais essayer de voir aussi pour sortir ça au plus vite et de manière plus digeste aussi. Bref, je vous dis à très bientôt, à la prochaine fois. Salut à tous.